Donc bonsoir à tous, bienvenue à ce webinaire co-animé par l'ALEC de Lyon et la LTE 69 sur le sujet de la sobriété énergétique, du concept à la pratique. On va essayer d'évoquer les deux à la fois et c'est déjà un challenge suffisant dans l'heure qui nous attend. Pour animer ce webinaire, je ferai la présentation ce soir. Donc moi, je suis Chloé Spitz. Je suis chargée de mission sensibilisation et accompagnement dans le pôle accompagner les usages et pratiques de l'Agence locale de l'énergie et du climat de la métropole de Lyon. Mais j'expliquerai après qui nous sommes plus en détail. Voilà. Et avec moi à mes côtés, donc nous avons Jessica Pagès. Je te laisse dire Alors un moi, mot. j'ai un titre beaucoup plus simple. Donc, je suis chargée de sensibilisation donc aux enjeux de la transition énergétique à destination du grand public dans une agence du coup homologue à celle de Chloé, donc l'ALTE, Agence locale de la transition énergétique du Rhône. Voilà. Alors donc du coup, est-ce que je rappelle peut-être ce qu'on s'est dit tout à l'heure juste sur les règles du webinaire. Donc le webinaire est enregistré. Jessica se permettra de couper les micros au fur et à mesure, surtout s'il y a des bruits parasites, pour essayer qu'on ait tous un son le plus clair possible. Par ailleurs, pour les questions, n'hésitez pas aussi à les poser dans le chat. Et Jessica pourra s'occuper de la modération. Donc voilà, selon le sujet, soit on pourra l'évoquer au fil de l'eau, soit on en gardera surtout pour la fin, surtout dès qu'on fait des petits détours par rapport au sujet, mais voilà, pour essayer de garder le fil conducteur. Mais j'espère bien qu'on arrivera à échanger quand même un petit peu sur la fin. Voilà, qu'est-ce que j'oublie dans les consignes pratiques, Jessica? Non, je pense que c'est bon. Donc moi, je ferai l'effort soit de prendre les questions au fil de l'eau si on pense qu'elles sont dans la thématique, soit je les récapitulerai à la fin. Et il pourra m'arriver, si j'ai la réponse à votre question, de répondre directement dans le chat. Et vu que tout le monde ne le lira pas forcément, à ce moment-là, on le récapitulera en fin de webinaire. Voilà, Super, et ben c'est parti, alors j'attaque. c'est parti. Donc, sur ce sujet, on va quand même commencer par dire quelques mots de la LTE 69 et de la LEC de Lyon. On ne sait pas exactement comment vous êtes arrivés jusqu'à ce webinaire, si vous connaissez l'une ou l'autre de nos structures ou peut-être aucune des deux, parce qu'on vous a transmis l'information par notre biais. Donc c'est un rappel quand même utile de savoir de d'où on parle, de quelle posture on a. Après, l'idée, c'était de discuter quand même de sobriété en deux temps. Ça nous semblait important de repartir un petit peu du concept de la sobriété, prendre un petit peu de recul par rapport à cette thématique qui a été très en vogue sur l'hiver, ce qui est assez surprenant, on va dire, pour des personnes comme nous qui travaillons sur le sujet depuis déjà pas mal d'années. Tout d'un coup, il y a eu une espèce d'emballement jamais vu auparavant. Mais c'est intéressant quand même de voir un petit peu entre l'urgence de l'hiver, la prise de recul par rapport au thème de la sobriété dans sa place dans l'enjeu de la crise climatique plus largement. Et puis, on essaiera quand même d'atterrir sur des choses beaucoup plus pratiques, avec notamment une présentation du top des éco-gestes, en tout cas ce que nous, on a sélectionné comme top des éco-gestes. On ne pourra pas tout balayer, bien évidemment, de manière exhaustive, car le sujet est vaste, mais on vous proposera une sélection voilà, de priorisation. Et puis après, on vous renverra vers d'autres ressources, bien sûr, pour aller plus loin, sachant qu'on a aussi des tas de dispositifs à vous proposer pour aller plus loin dans l'action. Donc, qui sommes-nous? On est deux associations au service de la transition énergétique de leur territoire, la LTE 69 et l'Agence locale de l'énergie et du climat, donc l'ALEC plutôt sur le territoire de la métropole de Lyon et la LTE 69 sur le Rhône hors métropole de Lyon, mais on a à peu près les mêmes missions. On est des associations, mais on va dire plutôt institutionnelles, c'est-à-dire que nos adhérents sont surtout des structures, des collectivités, des entreprises voilà, variées qui ont toutes envie, on va dire, d'agir pour la transition énergétique et écologique plus largement. Donc voilà, donc notre but, c'est de fédérer des acteurs et de mener des actions d'ampleur un peu sur le territoire. Donc on a beaucoup d'actions à destination du grand public, mais on n'est pas des associations militantes et donc on n'a pas d'adhérents ou de bénévoles directement, quoi.
Voilà, on est entre 27 salariés pour la LTE 69 et 37 aujourd'hui pour la LEC de Lyon, et on est toutes les deux voisines en fait au centre de Lyon, donc côté Charpennes-Brotteaux. Et nous sommes deux structures membres du réseau national France Rénov', ce qui veut dire que quand vous entendez parler dans les campagnes radio ou télé parfois des espaces France Rénov', eh bien en fait vous allez retomber sur nous si vous appelez votre espace France Rénov' local. En fait, c'est nous derrière. Le service public, il a justement évolué au fil des années. Dans les années 2000, ce service s'appelait les espaces Info-Énergie, avec le premier logo que vous voyez là. Ensuite, il y a eu le réseau FER qui a été créé en 2015. Et puis, c'est devenu France Rénov' maintenant en 2022. Mais tout ça, en fait, c'est quand même le même service qui a changé de charte aussi au gré des politiques gouvernementales. Mais au fond, le service est là et il n'a fait en tout cas que s'amplifier. Donc, de quoi on parle? On parle d'un service public de la performance énergétique de l'habitat. Donc, en fait, sur nos deux structures, on a quand même plus de 30 conseillers énergie-climat qui sont là pour répondre aux demandes des particuliers en lien avec ces thématiques-là. Beaucoup des questions en lien avec la rénovation énergétique du bâtiment. Donc, on est là vraiment pour donner des conseils. C'est un service qui est à la fois gratuit et indépendant des fournisseurs d'énergie et de matériaux, bien évidemment sans intérêt commercial. Donc, on ne fait jamais de démarchage. On reçoit énormément d'appels, mais ce n'est pas nous qui appelons les particuliers. Donc, bien évidemment, méfiez-vous quand on vous dit que c'est un espace public ou un service public. Enfin, voilà, vous savez, les démarcheurs ont toujours des stratégies très élaborées pour essayer de faire croire que ce ne sont pas des démarcheurs. Mais en général, si on vous appelle et qu'à la fin, on essaie de vous vendre quelque chose, bien évidemment, il faut se méfier. Une expertise et un accompagnement, donc à la fois sur un volet technique, quels travaux je peux faire, comment les prioriser, quelles énergies renouvelables choisir, le volet financier, s'y retrouver dans les aides financières, cette grande jungle dans laquelle il est difficile de s'y retrouver non accompagné. Et puis avoir une idée aussi de l'impact environnemental des solutions qu'on peut choisir. Donc ça, c'est vraiment le cœur de nos métiers, c'est financer un petit peu par les grands services de l'État, de la région, et aussi beaucoup par les collectivités locales, la métropole de Lyon pour ce qui concerne la LEC, et d'autres collectivités sur le reste du Rhône. Je ne vais pas toutes les lister, mais vous en voyez une belle collection de logos. Donc, le contact grand public, c'est un numéro de téléphone que vous pouvez retrouver donc là. N'hésitez pas à le noter. On a chacun nos sites web, mais vous appelez ce numéro et ensuite vous tapez 1 ou 2 selon que vous êtes dans la métropole de Lyon ou sur le Rhône en métropole de Lyon. Donc, on a quand même le même numéro de téléphone. Par contre, on a aujourd'hui 2 sites internet séparés. Voilà, si vous voulez retrouver ensuite des documents plus écrits ou nos programmes d'animation. Vous les retrouvez plutôt sur les sites spécifiques. De notre côté, alors ça, c'est aujourd'hui plutôt propre à l'ALEC, donc au territoire de la métropole de Lyon, mais on a d'autres dispositifs qui sont en lien avec la sobriété énergétique. Donc, je dis un petit mot parce que c'est quand même en lien avec notre sujet ce soir. Et c'est aussi une façon de montrer que notre activité n'est pas centrée que sur cet espace conseil et la question de la rénovation, même si c'est un gros de notre activité. Donc, il y a à la fois le défi déclic énergie et eau, qui est un défi en équipe pour faire des économies d'énergie dans le logement. Donc, ça, c'est un défi qui a lieu depuis déjà 2010, qui s'appelait avant Famille à énergie positive. Et ça a lieu tout l'hiver. En fait, ça démarre du 1er décembre et c'est jusqu'au 30 avril. Donc, c'est renouvelé chaque année. Donc, si ensuite, c'est un sujet sur lequel vous commencez à vous intéresser et sur lequel vous avez envie d'aller plus loin, sachez que créer une équipe du défi déclic et s'engager dans le défi, c'est un bon moyen de passer à l'action concrètement et aussi de mobiliser son entourage sur le sujet. Je m'excuse, j'ai un petit chat dans la gorge, je tousse. Désolée, les agréments de l'hiver. Un autre dispositif qui est plus là adapté au tertiaire et au monde du travail, c'est Bureau à énergie positive. Alors là, c'est plutôt un projet qu'on développe en partenariat aussi donc avec les entreprises ou les collectivités. Et l'idée, c'est de construire des plans d'action de sobriété énergétique, mais qui soient co-construits avec une équipe de salariés qui est volontaire.
Donc voilà, si c'est des sujets sur lesquels voilà, vous êtes intéressé aussi pour votre site, n'hésitez pas soit à me recontacter ou aller voir un petit peu sur notre site plus de détails. Et enfin, un dispositif plus accessible, la mallette Biwatt, qui est une mallette de mesure qui est en prêt gratuit pour 15 jours, avec donc des outils de mesure. Et puis ensuite, vous avez un rendez-vous de restitution avec un conseiller énergie pour débriefer là-dessus. Et un kit d'économie d'eau offert dans le cadre d'une convention qu'on a avec la direction du cycle de l'eau. Voilà, donc c'est pour dire qu'on a aussi tous ces accompagnements-là qui sont très concrets pour aller plus loin sur le sujet de la sobriété. Je poursuis alors maintenant en rentrant un peu dans le vif du sujet et donc en attaquant avec ce concept de la sobriété. Donc, de quoi on parle finalement quand on parle de sobriété? C'est important de revenir un petit peu là-dessus. Ce qui me semble très important et ce qui est essentiel pour nous en tant que structure qui travaillons sur la sobriété énergétique depuis longtemps, c'est d'insister sur le fait que en ce moment, on en parle beaucoup. Il y a eu des enjeux liés à la crise énergétique, spécifiquement aussi sur cet hiver, avec des questions de production et d'approvisionnement, notamment en électricité. Mais consommer moins, au-delà de répondre à un enjeu vraiment là, maintenant sur cet hiver, comment faire face et pas avoir de coupure, c'est quand même la seule solution de long terme pour répondre aux enjeux énergétiques et climatiques. Vraiment, je pense que ça, c'est une conviction profonde et c'est important de le replacer là-dessus. Et c'est comme ça que le sujet de la sobriété arrive un petit peu sur le tapis. On n'arrivera pas vraiment à résoudre tous ces soucis-là sans passer par une réduction de la consommation. Ensuite, c'est intéressant de repartir aussi de la définition de l'ADEME. C'est quand même un petit peu leur spécialité. Dans un contexte où les ressources naturelles sont limitées, la sobriété consiste à nous questionner sur nos besoins et à les satisfaire en limitant leur impact sur l'environnement. C'est vraiment la définition aussi que je trouve la meilleure et qui montre bien que contrairement des fois aux a priori qu'on a sur la sobriété, qui renvoient à des fois quelque chose comme je sais pas, un retour en arrière, enfin voilà, des choses qu'on peut entendre qui peuvent évoquer des choses un peu négatives. En fait, la sobriété, elle annonce pas un résultat, elle dit pas ce qu'il faut faire ou le fait qu'il faut arrêter de consommer. Elle dit simplement que c'est important de se questionner sur ses besoins. C'est vraiment ça l'entrée de départ, c'est de se dire, pour un usage sur lequel j'utilise de l'énergie, est-ce que vraiment ça va me servir à quelque chose et est-ce que vraiment je peux pas, j'ai pas d'autre solution pour répondre à ce besoin-là. Et si j'en ai pas d'autre, et ben de réfléchir à un moyen justement de limiter en tout cas son impact sur l'environnement. Donc c'est vraiment cette finalité de limiter son impact et de se questionner. Et je pense que si on commence par questionner sur les besoins, on peut chacun trouver la bonne réponse. Et voilà, il n'y a pas de bonne réponse, on va dire, toute faite à la sobriété. Donc ça, c'est un bon point d'introduction, même si on finira quand même par des conseils très concrets, de bien aussi retenir que voilà, c'est à chacun aussi de trouver sa voie et trouver ses réponses, en tout cas de se poser ces questions-là. Ensuite, d'autres éléments de définition qui ont été posés plus par l'Institut Négawatt, qui ont été quand même les premiers à vraiment faire la promotion de cette notion de sobriété. Et aussi, il la distingue en 3 dimensions. Et ça aussi, c'est intéressant de l'avoir en tête. Il y a à la fois la sobriété dimensionnelle, où on va questionner la taille et la dimension, mais c'est-à-dire finalement, est-ce que, est-ce que on est aujourd'hui, on est plus que 2 dans le logement? Est-ce que ça vaut la peine d'avoir un logement, je ne sais pas, de 150 mètres carrés? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux agir déjà sur la taille de notre logement et trouver quelque chose de plus petit? Pareil sur la voiture, on pourrait dire finalement, je m'en sers surtout pour aller au travail quotidiennement. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'une voiture qui va répondre à un besoin ponctuel d'un chargement important, quoi. Voilà, c'est des questionnements. Après, chacun trouve ses réponses, une fois encore, mais c'est pas pour dire qu'il faut pas le faire. C'est vraiment une question de sobriété qui est un volet sur la taille et le dimensionnement. Une deuxième dimension de la sobriété, c'est la sobriété d'usage, où on va questionner plutôt le niveau et la durée d'utilisation. Donc là, on voit bien, par exemple, pour me chauffer dans mon logement, est-ce que je me chauffe plutôt justement à 19, 20, 21 degrés? Est-ce que je chauffe toute la journée ou est-ce que je vais chauffer plutôt au moment où j'occupe mon logement et où j'ai vraiment besoin de cette énergie? Voilà, donc ça va être la sobriété d'usage, par exemple. Et puis la sobriété coopérative, c'est le fait d'avoir une organisation collective du territoire et de l'urbanisme avec de la mutualisation. Donc ça, par exemple,
C'est ce qui fait que, au lieu, on va dire que, je sais pas, que chacun ait le panel complet de l'outillage ou des tas de d'équipements qu'on utilise finalement une fois l'année, est-ce qu'on ne partagerait pas ces équipements avec d'autres de la même façon que sur l'urbanisme, on peut favoriser, je sais pas, les aires de covoiturage, ou plein de choses dans l'organisation du territoire qui vont faire en sorte qu'on peut partager des services plutôt que chacun soit équipé à son niveau, notamment. Donc ça, c'est des premières entrées. Ensuite, donc je le disais, Negawatt a été un peu la première association aussi à vraiment faire la promotion de cette notion de sobriété et notamment de ce qu'on appelle ce triptyque sobriété, efficacité, renouvelable et de l'idée aussi que c'est important de le faire dans cet ordre-là en fait et qu'il y a un ordre à faire les choses comme ça, ça prend son sens et en fait c'est important de commencer par se questionner sur nos besoins. On revient aussi sur la définition de l'ADEME. De se dire est-ce que vraiment j'ai cet usage et de réduire d'abord sa consommation avant d'être dans l'efficacité. Si on prend l'exemple, par exemple, du logement, qui est quand même un de nos sujets d'expertise pour nos structures, et donc c'est aussi par cet angle-là qu'on fera quand même le Zoom ce soir. Et bien, par exemple, à l'échelle du logement, il faut d'abord se questionner justement sur est-ce que j'ai besoin de me chauffer, quelle est ma température de confort, quel vraiment besoin j'ai de chauffage. En fonction de ça, vous n'allez pas dimensionner votre rénovation de la même façon, vous n'allez pas faire les mêmes choix aussi de dimensionnement de chaudière, etc., si vous avez déjà réduit votre besoin au départ. Donc, c'est important de le faire dans cet ordre-là. Et ça a vraiment du sens. Et aussi, un autre point, c'est que les énergies renouvelables, elles prendront leur place qu'une fois justement qu'on aura réduit le besoin d'énergie au maximum par la sobriété et l'efficacité. Mais encore autre chose, c'est que finalement, on ne peut pas vraiment sauter cette étape de la sobriété. On a l'impression qu'on peut, on le fait souvent. Malheureusement, si on prend l'exemple de l'efficacité, et notamment dans le cas de la rénovation, par exemple, l'efficacité énergétique, elle ne marche pas très bien toute seule. C'est-à-dire qu'en fait, si vous rénovez votre logement, mais qu'on ne se pose pas la question de nos besoins, et bien, ce qui se passe, malheureusement, dans beaucoup de cas aussi, c'est ce qu'on appelle un effet rebond. C'est-à-dire que finalement, comme votre logement est mieux isolé et que vous consommez moins d'énergie, peut-être serez-vous tenté justement de monter un peu le thermostat et de chauffer un peu plus. Et donc du coup, finalement, on ne retrouve pas toujours toutes les économies d'énergie théoriques qui avaient été calculées selon un usage théorique imaginé par des ingénieurs qui ne correspond pas forcément à l'usage réel que peuvent en avoir les humains. De la même façon, sur des bâtiments neufs, j'ai parlé de la rénovation, mais sur le neuf, c'est un peu pareil. Si vous voulez, aujourd'hui, vous pouvez acheter un appartement dans un immeuble neuf très performant, mais si vous n'avez pas été sensibilisé au fonctionnement spécifique de ce bâtiment et que à ces enjeux-là et à la question de la sobriété, finalement, vous pouvez très bien avoir choisi un appartement performant pour pouvoir simplement monter votre gamme de confort, on va dire, et donc finalement pas être dans ces baisses de consommation qui avaient été estimées au départ. Donc ça, c'est vraiment important, c'est-à-dire que la sobriété, c'est une première étape aussi pour arriver à réussir cette partie-là sur l'efficacité énergétique. Voilà. On le retrouve aussi, par exemple, sur l'éclairage. L'efficacité énergétique, ça a été le fait de développer des LED, d'avoir de l'éclairage vraiment plus économique par ampoule. Malgré tout, ce qu'on a pu constater, c'est des fois une multiplication finalement de l'éclairage. Et on le voit même dans le tertiaire. Finalement, aujourd'hui, on est très éclairé et on a tendance à rajouter de la lumière. Et peut-être parce que l'enjeu, justement, est devenu moins important, on va dire, par ampoule. Donc, du coup, ça ne nous incite pas à vraiment axer sur la sobriété au départ. Donc, c'est vraiment important de réfléchir quand même les deux. Autre chose qui est important aussi, c'est quand on parle de sobriété, on a l'impression parfois que c'est quelque chose de simple. Finalement, il suffit de moins consommer. Donc, c'est facile. Il suffit de ne pas faire. C'est censé être facile. Sauf qu'il faut bien comprendre que quand on parle de sobriété, on parle quand même derrière finalement aussi de changement de comportement, de changer des habitudes. Et ça, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile qu'on l'imagine. Il n'y a pas dans un comportement je fais pas
et puis tout d'un coup, je fais et c'est devenu une habitude. C'est ce qu'on voit ici sur ce schéma, qui est un schéma connu du changement de comportement, le modèle transthéorique de Prochaska et Di Clemente, donc qui date des années 80 et qui vient aussi du secteur de la santé, puisque en matière de changement de comportement, la santé a un train d'avance, en tout cas, sur l'environnement. Et puis les modèles, finalement, sont un peu les mêmes. Ce qui est intéressant, c'est de voir que tout départ, on peut être à un stade qui est je ne suis pas concerné par le problème. Si vous n'êtes pas concerné par le problème, vraiment, vous ne voyez pas en quoi vous êtes concerné par le sujet, vous n'allez pas demain vous mettre à passer à l'action. Il faut déjà passer par une autre phase qui s'appelle la pré-contemplation, où vous allez dire, oui, c'est vrai, il y a un enjeu, mais bon, de toute façon, c'est foutu, on ne peut rien faire. On voit bien que ceux qui sont dans cette posture-là ne sont pas vraiment encore prêts à passer à l'action. Ensuite, il y a une autre phase qu'on appelle la contemplation, où c'est, oui, ok, il y a un enjeu, mais j'y arriverai jamais. Contemplation, voilà, moi je pense que c'est plutôt quand même aux autres de faire. C'est vraiment aux entreprises de se mettre à passer à l'action, les industries, les pouvoirs publics. Enfin, voilà, on trouve toujours plein d'autres responsables qui devraient agir avant nous, bien sûr. Ensuite, il y a une phase qui est celle qu'on appelle la préparation. Donc là, c'est ok, je veux bien, moi, c'est vrai, il faudrait que je m'y mette. Mais là, je vois pas comment faire. C'est pas possible. Si vous voulez, dans mon quotidien, je peux pas baisser le chauffage, je peux pas prendre la voiture, etc. Donc là aussi, on peut facilement se reconnaître ou reconnaître plein de... C'est normal. C'est qu'une fois qu'on a franchi toutes ces phases, qu'on va avoir envie et confiance en sa capacité de changer, qu'on va pouvoir passer à l'action. Et là aussi, une fois qu'on a passé à l'action, malheureusement, ce n'est pas encore tout à fait acquis. Il y a un enjeu à maintenir ces changements-là dans le temps. Et là, ce qui va compter, c'est notamment le regard négatif que peuvent avoir les autres dans notre entourage, le fait d'être soutenu, la place que peuvent prendre des contraintes. Enfin, il y a plein d'aléas dans la vie qui peuvent faire que finalement, vous avez fait comme ça d'une façon, puis à un moment donné, on arrête pour une raison X ou Y. Le changement de saison, ou que sais-je, de travail, d'organisation familiale, déménagement. Enfin, voilà, il y a 1000 raisons d'évoluer dans ces comportements. Voilà, donc c'est vraiment important quand même de repréciser ça et de se rendre compte qu'effectivement, d'un point de vue cognitif, comme disent les psychosociologues, il n'y a pas de petits changements. Et donc, parler de sobriété, c'est quand même parler de changement et il faut avoir conscience que le changement, ça s'accompagne. Effectivement, ça ne se décrète pas. Il ne suffit pas de connaître quelques éco-gestes pour vraiment être sobre au quotidien. C'est quelque part un processus. Alors après, chacun peut le parcourir à son rythme. Pour certains, ça peut être très rapide malgré tout, pour d'autres plus long. Mais voilà, c'est important de se redire aussi que la sobriété, ça nécessite de l'accompagnement et que spontanément, on a plus eu tendance quand même à investir dans l'efficacité énergétique, investir dans, je pense à la rénovation énergétique, qui est un secteur dans lequel on est proche. On est prêt à mettre beaucoup d'argent sur ce domaine-là et on est encore collectivement peu prêt à investir dans l'accompagnement à la sobriété. On a l'impression des fois que ce n'est pas nécessaire. Pourtant, c'est important. Bon, après, un autre sujet, c'est quand même pourquoi est-ce qu'il faut faire de la sobriété? Alors, on s'en doute un petit peu, il y a tous les enjeux climatiques. Je ne reviendrai pas sur la totalité de ce sujet-là. Il y aura peut-être d'autres webinaires à suivre là-dessus. Mais c'est important de se dire, il y a plein de raisons en fait de le faire. Il n'y a pas seulement la question du réchauffement climatique. Il y a bien sûr, on l'a bien vu cet hiver, la question des fluctuations économiques. On peut le faire parce que l'énergie devient tout à coup très chère, la facture devient un poids vraiment important et donc on a des arbitrages à faire dans notre quotidien. Et ça, c'est sûr que ça a été un levier très fort cet hiver pour beaucoup de monde et ça l'est encore puisque les factures continuent encore d'augmenter. Les limites de la technique et des technologies, voilà, on ne pourra pas tout résoudre par ce biais-là, on l'a un peu dit. Des enjeux de justice sociale, finalement, quand une ressource est limitée, il y a aussi un enjeu à pouvoir la partager. Des questions de finitude matérielle, pas seulement d'énergie, mais aussi des terres, de matériaux rares, etc. Des impacts écologiques. Voilà, l'énergie, ça reste moteur de l'économie, donc il faut pouvoir faire. Voilà, on ne peut pas tout utiliser comme on veut ou pour n'importe quel usage. Et puis en même temps, il y a quand même une question de risque technologique. Donc dans tous les cas, on a intérêt à limiter nos usages et on ne pourra pas toujours développer la production d'énergie supplémentaire. Ça ne va pas non plus résoudre tous nos problèmes, quoi. Et ce qui est important aussi de pointer avant de revenir sur le concret, c'est de se dire, il y a aussi des co-bénéfices, c'est-à-dire que l'intérêt, ce n'est pas seulement de baisser notre consommation d'énergie. Pourquoi on le fait? C'est aussi
il y a des enjeux de qualité de l'air derrière, hein. Si on pense à tout ce qui est carburant, même sur le chauffage au bois, notamment peu performant, c'est un enjeu de qualité de l'air même sur la métropole de Lyon. Il y a des économies financières, bon ça on en a parlé, je pense que vous l'avez plutôt bien en tête en ce moment, ça c'est sûr. Mais même là, on parle à l'échelle individuelle, hein, mais pour les territoires, ça l'est aussi. Vous imaginez bien qu'une collectivité, ce qu'elle ne mettra pas dans sa facture d'énergie, elle pourra l'investir dans autre chose. Bon, alors là, c'est encore particulier parce que c'est sûr que vu la hausse des factures, il va déjà falloir qu'ils calment un peu cette hausse. Mais bon, de la même façon, on pourrait se dire, l'énergie qu'ils vont devoir mettre dans leur facture d'énergie qui augmente, elles ne pourront pas l'investir dans les autres services publics, parce que vous imaginez bien que leurs poches ne sont pas plus grandes. D'autres enjeux qui sont la qualité de l'eau et des sols, par exemple. Ça, c'est aussi important, hein, tout ce qui a un lien avec l'environnement. L'amélioration de la santé, ça, c'est un gros levier aussi. Par exemple, voilà, je pense à des choses toutes bêtes, mais même à l'échelle du logement, finalement, des fois, être dans un logement trop chauffé et avoir ces habitudes-là, c'est pas toujours très bon non plus pour la santé, par exemple, hein. Si je prends que à l'échelle individuelle, il y a des tas de bénéfices plus larges. Le fait d'avoir des liens sociaux renforcés aussi, ça peut être un bénéfice de ça, d'être plus justement dans la mutualisation, la coopération. La qualité des espaces publics, ça fait pas mal écho aux enjeux de végétalisation notamment, de désimperméabilisation, et donc qui questionne aussi la place des espaces verts, et ce qui n'est pas seulement là pour des bénéfices voilà, environnementaux, mais qui a d'autres enjeux. Un nouveau rapport au temps, peut-être même une décélération, voilà, prendre du temps pour d'autres choses. Et puis, moins de pollution visuelle liée à la publicité, pourquoi pas. En tout cas, sur la métropole de Lyon, c'est assez significatif de voir que sur ce mandat, le vice-président à l'énergie et au climat, par exemple, est aussi vice-président à la réduction de la publicité. Donc, c'est des enjeux qui sont quand même très liés, on le voit. Si on revient un petit peu au contexte là de cet hiver, ce qui est important, c'est de se dire, bah oui, ok, on a une crise climatique qui date, et par-dessus, on a eu une crise énergétique. Alors ça, on l'a bien vu, tout d'un coup, ça a changé un petit peu les choses. Il y a eu une grosse difficulté de sécurité d'alimentation électrique, spécifiquement, hein, liée vraiment voilà, à ce réseau électrique français. Et donc, d'abord, il y a eu des éléments qui étaient liés à la crise sanitaire, des retards sur le planning de travaux, notamment en raison du confinement. Et ça a créé des décalages qui ont impacté 2021 et 2022 assez fortement. Bien sûr, ça a créé les tensions sur les chaînes d'approvisionnement liées à la reprise économique. Ça, on en a un peu entendu parler, surtout en 2021. Mais bon, comme il y avait déjà des soucis de retard, enfin, tout ça s'est décalé. Les conséquences de la guerre en Ukraine qui se sont ajoutées par-dessus ça. Et puis enfin, des phénomènes d'anomalies de corrosion sous contrainte qui ont été détectés sur certains réacteurs nucléaires français. Et donc tout ça, ça a créé quand même une crise de production sur le nucléaire français spécifiquement, qui ont amené aussi à cette inquiétude qu'il y a eu sur l'hiver, de se dire, est-ce que finalement, on risque la coupure d'électricité? Est-ce qu'on aura assez d'électricité? Pour zoomer un petit peu sur cette situation du parc nucléaire à fin 2022, alors, je vous montre un petit peu ce schéma parce que c'est intéressant aussi des fois d'arriver à mieux comprendre. Donc, vous voyez avec les pointillés verts et bleus la disponibilité du parc nucléaire sur les années précédentes, 2020, 2021. 2022, c'est le petit schéma en jaune. Alors, je n'ai pas la version actualisée avec qui remonte après sur décembre, mais vous voyez quand même un petit peu qu'on est descendu assez bas, et donc c'est ce qui a vraiment créé cette situation un petit peu d'inquiétude à la fin de l'automne, au moment où on sait que l'hiver va arriver, qu'il va falloir allumer le chauffage, et là, mince, on n'a pas une grosse production. Donc ça, c'est assez quand même, voilà, forcément, ça a été un peu un signal d'alerte fort. Et ce qu'on voit bien, c'est que dans le petit dans la petite barre ensuite à droite, vous avez du coup en bas en jaune ce qui était disponible. Et ce phénomène violet, là, c'est tous les contrôles et réparations en lien avec la corrosion sous contrainte, ce qu'ils appelaient ici CSC. Donc ça, c'est quelque chose effectivement qui arrivait en plus sur le parc nucléaire, qui a créé un petit peu ces soucis. En plus des phénomènes de maintenance classiques qui ont été notamment un peu retardés avec le Covid. Donc c'est ça vraiment majoritairement qui a créé un petit peu ce souci-là, on va dire. Et ça a amené un acteur comme RTE, donc qui gère le réseau de transport de l'électricité. Donc, si vous voulez, la sobriété, ça n'a jamais été vraiment leur dada. Enfin, je veux dire, le réseau de transport de l'électricité, son but, c'est de transporter de l'électricité, donc c'est de s'assurer que tout le monde ait de l'électricité quand il en a besoin.
il ne va pas plus loin forcément que ça. Mais là, quand on a une situation d'alerte rapide, où effectivement, il n'y avait pas de solution pour vraiment augmenter les capacités de production, hein, on ne peut pas faire ça comme ça en quelques mois, bien évidemment, ça prend pas mal d'années quand même de créer des nouveaux modes de production. Donc, dans cette situation-là, et ben, c'est là que tout d'un coup, hop, même des acteurs comme ça se sont tournés vers la sobriété de manière assez importante. Et là, on le voit sur ce schéma, c'était un peu leur scénario justement de début d'hiver, de se dire, bon, comment ça va se passer? Est-ce qu'il va y avoir des coupures? Si on a un hiver chaud, si on a un hiver médian ou si on a un hiver très froid. Donc en bas, on a la situation de l'hiver très froid où on voyait que même avec la sobriété, ça allait être un peu tendu. Je pense qu'on a été plutôt dans un hiver, je n'ai pas le bilan total, mais on pourrait dire facilement, je pense, dans la médiane, voire hiver assez chaud. Donc c'est ce qui fait que tout s'est bien passé finalement. Mais quand même, on a eu besoin de cette variante sobriété pour se rassurer. Et puis, ça a quand même un petit peu joué. Voilà. Mais donc, c'est pour ça qu'il y a eu une grosse communication sur EcoWatts, qui est un dispositif qui était là pour alerter justement sur l'approvisionnement d'électricité quotidiennement, avec une météo de l'électricité qui s'est rajoutée sur la météo classique à la radio et à la télévision. Mais c'est quand même assez marquant, on va dire, pour nous de voir que tout d'un coup, même pour ces acteurs-là, voilà, la sobriété a fait partie de la variante de se dire, OK, comment on fait pour assurer et fournir l'électricité nécessaire? Ben, il va falloir vraiment réduire la consommation pour que tout le monde puisse en avoir suffisamment. Ça, c'est assez marquant. Et donc là, je vous cite une phrase justement de leur rapport, hein, donc sur la première, la source d'RTE. Dans les leviers, une action volontariste en matière de sobriété permet de réduire largement le risque et de le traiter par des actions de réduction volontaire de la consommation plutôt que par des coupures. C'est vraiment comme ça que le sujet est arrivé sur la table et on voit que ça a été quand même plutôt ensuite bien relayé sur l'hiver. Malgré tout, ça pose quand même une question, ce qui a été pointé dès novembre par la Caisse des dépôts, hein, voilà, donc on ne peut pas dire que ce soit des acteurs non plus affreusement militants, mais ça pose cette question vraiment, crise énergétique, une sobriété surtout contrainte, difficilement pérenne. Et c'est là, j'ai envie de dire qu'il y a quand même de quoi rester un petit peu inquiet et soucieux de ce sujet de la sobriété, parce qu'effectivement, le problème quand on agit comme ça rapidement, c'est est-ce qu'on va garder et réussir à rendre pérennes toutes ces économies-là dans le temps, et pourtant, l'enjeu, le vrai, il est là. Donc, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on pense, je pense, formellement. C'est assez difficile quand même, je pense, de se dire qu'on pourra se passer de sobriété, quoi. Malgré tout, quelques bonnes nouvelles. On est arrivé à la fin de l'hiver, le bilan est positif. A priori, nous avons consommé moins d'énergie, en tout cas surtout d'électricité déjà sur le territoire. Donc vous avez là sur cette diapo, j'essaie de synthétiser l'info en 2 temps. Donc la carte, elle représente la sobriété énergétique qui a été réalisée par département sur le territoire. Ça prend une fourchette qui est l'hiver, donc du 15 octobre au 5 février. Donc à cheval sur 2022 et 2023, et spécifiquement pour le secteur du résidentiel. Et donc, on voit les baisses qui sont à l'œuvre. Je crois que ça nous a amené à une moyenne d'à peu près moins 10%. Donc, sur l'électricité, on a réussi finalement à baisser de moins 10% notre consommation là sur cet hiver jusqu'ici. Si on regarde un autre critère sur un bilan 2022 qu'on partageait RTE et GRT Gaz, donc là c'est plus sur l'année civile, donc c'est un petit peu différent, on n'a pas le début d'année qui est aussi froid hein, de l'hiver. On a quand même eu à l'échelle de 2022 une baisse de 4% du coût de la consommation d'électricité. Mais malgré tout, avec des importations, hein, c'est-à-dire que voilà, on a pu éviter des problèmes de coupure ou des choses comme ça. Malgré tout, il a fallu importer de l'électricité parce qu'on n'en a pas produit assez, ce qui est assez exceptionnel pour la France, qui est quand même d'habitude une grande exportatrice justement d'électricité. Donc c'est pas anodin, typiquement sur le bilan aussi financier, bien sûr, de l'électricité. Et puis sur le gaz, il y a aussi eu une baisse de consommation, donc de moins 6%. Et avec là, à l'inverse, plutôt des exportations, puisque les réserves de gaz se sont faites l'été dernier. Et du coup, finalement, on en a eu moins besoin, hein, parce que ça, c'est des données qui sont corrigées du climat aussi. Donc, ça veut dire que la baisse, elle tient compte du fait que justement, on a eu un hiver quand même assez chaud. Donc voilà. Donc, du coup, on a exporté quand même pas mal vers nos voisins, notamment la Belgique, la Suisse. Voilà. Donc ça aussi, pour le coup, on n'avait pas trop l'habitude de le faire, parce que nous-mêmes, on l'importe quand même en grande partie, ce gaz.
Donc, voilà, forcément, en général, il n'est pas fait pour transiter vers nos voisins. Autre chose aussi intéressante, c'est sur ce volet un petit peu prospective, l'ADEME développe des scénarios aussi de se dire, bah, tiens, horizon 2050, comment on va faire pour atteindre nos objectifs climatiques, les accords de Paris. Et donc, ils ont essayé de faire un travail qui a montré qu'il y avait plusieurs aussi trajectoires qu'on pouvait envisager. Et une de ces trajectoires s'appelle Génération frugale. Donc ça aussi, ça a été quand même quelque chose d'important, on va dire, dans ces travaux de prospective pour montrer que bah, voilà, un scénario de la sobriété est possible. Et c'est un scénario de la sobriété selon l'ADEME. Hein, là encore, ce n'est pas une organisation militante. Hein, donc ça reste quand même des choses qu'on peut vraiment imaginer. Ça amène une baisse de consommation d'énergie de moins 55%. Et on voit que de manière, sur le point de vue de la baisse des émissions de gaz à effet de serre nettes par an, c'est le scénario le plus efficace aussi des 4 scénarios qu'ils ont pu envisager. Les autres vont être soit plus tournés vers la coopération ou vers les technologies vertes. Voilà, il y a un petit peu différents scénarios comme ça. Si je zoome un petit peu sur le secteur des bâtiments, parce que c'est un petit peu quand même notre sujet, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans la consommation d'énergie en France, aujourd'hui, on a 17% qui part dans le tertiaire, 29% dans le résidentiel. Et donc, c'est ce qui fait que les bâtiments, ça représente quand même 45% de la consommation d'énergie en France. Et c'est aussi pour ça que c'est un gros sujet. Donc, dans les émissions de gaz à effet de serre, le ratio n'est pas tout à fait le même. Mais si on prend voilà, sous l'angle de l'énergie, c'est quand même un gros poste de consommation d'énergie. Et en plus, il y a quand même des points communs voilà, entre le tertiaire et le résidentiel, les usagers, par exemple. Et puis, voilà, ça reste quand même, il y a plein de fonctionnements et parallèles qu'on peut faire. Donc ça, c'est important de montrer que les bâtiments, déjà, c'est 45%. Donc c'est sûr que c'est un gros poste sur lequel on peut agir et sur lequel la sobriété est un bon levier. Quel impact, enfin, peuvent avoir ces actions de sobriété? Ça, c'est un point important parce que jusque-là, on avait l'impression que la sobriété, bon, c'était difficile, qu'on n'allait pas réussir à avoir vraiment de l'impact. Là aussi, les choses ont évolué. Alors, on l'a quand même vu à l'instant, hein, je vous ai montré, on a réussi déjà sur cet hiver, malgré tout, à faire des baisses. Alors, c'est sûr que les factures d'énergie ont beaucoup joué, hein, ça, c'est évident. Mais ça montre bien que quand même, c'est possible et que ce n'est pas si inatteignable et si difficile. On arrive massivement à avoir un impact. Negawatt a fait un travail d'ailleurs tout particulier sur l'automne 2022 en se ciblant sur 50 propositions clés, ce qui est pas exhaustif parce qu'on peut aller encore plus loin, mais c'est déjà quand même un bon panel, on va dire. Et ils ont essayé de voir comment justement on pouvait réduire de 10% la consommation d'énergie d'ici 2024. Donc c'était quand même en 2 ans, donc un horizon très court. Et Libération a eu la gentillesse d'en faire une version graphique qui est assez sympathique. Donc, il y en a une là plus sur le volet résidentiel. Et donc, ça permet de voir aussi qu'est-ce qui a le plus d'impact. Donc, on voit là encore l'impact du chauffage, bien sûr. Et je m'excuse, j'ai de nouveau une petite pause, chat dans la gorge. Au moins, j'essaye d'épargner vos oreilles. J'espère que vous m'excuserez pour ces petites interruptions. Donc ça, c'est intéressant. On voit bien sûr que le chauffage reste bien sûr le premier levier sur lequel on arrive à faire des économies. On le sait, mais là, on arrive à le vérifier. Donc ça, c'est un gros volet. Il y a la suppression des veilles qu'on voit qui ressort beaucoup. L'étanchéité à l'air des logements aussi, c'est un poste dont on ne parle pas si souvent, mais en fait, voilà, toutes ces fuites d'air, ça joue quand même pas mal. Voilà, adapter les vêtements portés en intérieur, quand même, on voit là à 6000, 5900 kWh, c'est pas gigawattheures, pardon. Donc c'est quand même pas négligeable. Ça aussi, ça peut aider et c'est ce qui va permettre d'atteindre aussi les 19 degrés qui sont en face. Donc voilà, on a plein de petites actions comme ça et on arrive à voir l'impact que ça a. Et la plupart sont vraiment des actions de sobriété qu'on peut facilement mettre en place. Voilà, la pose de film isolant sur les simples vitrages, par exemple, bah, ça, c'est aussi des choses qui sont peu onéreuses et qu'on peut faire voilà, même quand on n'a pas les moyens de remplacer ces fenêtres par des doubles vitrages performants. Donc, on voit tout ce cumul d'économies qui est là. Et sur le tertiaire, on a l'équivalent. Alors, on a à nouveau la question du chauffage.
le chauffage à 19 degrés en occupation tertiaire, c'est pas le même niveau d'ambition quand même qu'en résidentiel, mais bon, il y a un gros vivier d'économie derrière, et un autre vivier auquel on pense moins, qui est l'arrêt de la ventilation en période d'inoccupation, parce que notamment dans le tertiaire, il y a enfin, voilà, il y a aussi des gros débits de ventilation, de renouvellement de l'air, forcément, parce qu'on est nombreux dans les mêmes espaces. Et donc, malheureusement, parfois, ces ventilations sont un peu constantes et elles ne sont pas du tout coupées la nuit, donc ce qui génère des consommations voilà, pour faire tourner ces ventilations. Autre chose, il y a une action qu'on voit, une petite patate au-dessus, là, nommer un référent sobriété par bâtiment. Ça, c'est intéressant aussi comme action. Alors, vous en avez sûrement entendu parler, vous en avez peut-être un dans votre entreprise. Donc, ça s'est développé. Malgré tout, dans le document Négawatt, il parle plutôt voilà, de responsabiliser, enfin d'accompagner un référent sobriété, hein, parce que là encore, le nommer, c'est peut-être pas suffisant. On est bien d'accord que ce qui va pouvoir déclencher des économies, c'est le fait qu'il soit accompagné, c'est aussi le fait qu'il puisse faire remonter en fait des dysfonctionnements, des gaspillages, des choses dont on ne prête pas attention au quotidien. Et le fait qu'il y a quelqu'un qui a ce regard sur ce sujet-là, ça va permettre justement d'avoir des économies en face, quoi. Voilà, faire le point sur ses consommations avec le bilan maîtrise de l'énergie, chauffage, eau chaude, sanitaire. Là aussi, on voit qu'il y a un volet à suivre ses consommations plus précisément. Donc tout ça pour dire qu'avec toutes ces actions, si on groupe les actions de sobriété résidentielle, tertiaire et transport sur 2 ans, on arrive à baisser de moins 13% la consommation française cumulée de gaz, d'électricité et de pétrole, d'après ce que nous disait donc Négawatt. Avec un accent surtout sur le gaz pour arriver à une baisse de moins 20%. Et sur l'électricité, de moins 17%, c'est-à-dire qu'on se laisse un peu de marge sur la question du pétrole et du carburant, parce que c'est quand même le plus difficile à remplacer. Donc là, on voit qu'on a quand même encore une petite marge de progression par rapport au bilan même positif qu'on a de cet hiver. On n'est pas encore dans ces ratios-là. Voilà. Mais concrètement, ça permet pour l'électricité c'est une baisse qui est l'équivalent de la production de 12 réacteurs nucléaires. Donc là aussi, quand on a voilà, des enjeux sur le parc, même s'il y a des débats actuellement hein, et des politiques pour rajouter de la production, dans tous les cas, on sait que voilà, ça va prendre au moins une décennie avant qu'ils puissent, voire bien plus, avant qu'ils soient opérationnels. Donc en attendant, il faut bien quand même qu'on puisse avoir une consommation qui corresponde, voire qui soit inférieure à notre production disponible, quoi. Avec ça, une petite comparaison aussi sur international. Alors là, je bascule un petit peu de critères, je quitte les kilowattheures, on reparle d'émissions de gaz à effet de serre. Vous l'avez bien compris, pour nous, l'enjeu est double, hein. Donc, quand on parle long terme, c'est bien aussi de parler de gaz à effet de serre et de prendre un peu de perspective avec ce critère-là. L'objectif des accords de Paris et voilà, fixer d'objectifs pour limiter le réchauffement climatique donc à 1,5 degré, ce qui n'est pas gagné, ce serait d'arriver à descendre à 2 tonnes d'équivalent carbone par habitant. Donc, c'est la petite ligne en pointillé jaune. Et au-dessus, vous avez le niveau de consommation actuel que nous avons respectivement dans nos pays. La France est située là au milieu de ce panel. Hein, c'est probablement parce que c'est un graphique français. Mais on voit bien qu'on est quand même encore très largement au-dessus. On frôle en fait les 10 tonnes quand même par personne. Donc, on a un ratio assez important. Bien sûr, certains font pire, mais quand même, on voit que on a quand même une marche à franchir qui est importante. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que là, on parle aussi, voilà, en comparaison de toutes les émissions de gaz à effet de serre. Mais ce qu'on consomme en France, ça va aussi avoir un impact plus loin. Et ça me fait quand même une petite transition pour élargir un petit peu le sujet, parce qu'on ne veut pas non plus se limiter à la sobriété énergétique dans le logement. Et c'est important de voir qu'en ce moment, quand on parle de ces enjeux énergétiques et de sobriété pour répondre à une crise qui a lieu maintenant,
on répond à des enjeux de court terme, mais ça ne répond pas non plus à cet enjeu plus long et plus loin. C'est-à-dire que oui, finalement, pour limiter le réchauffement climatique à plus 1,5 degré, on a aussi intérêt à limiter la consommation d'énergie de la Chine, si je puis dire, parce qu'on sait que c'est beaucoup là-bas qu'on produit des objets qu'on achète. Mais donc, quelque part, tout ce qu'on achète, ça a aussi un impact là-dessus. Et c'est important de se dire la sobriété, c'est pas que dans le logement. Alors, je suis désolée, là, j'ai un bruit parasite. Je ne sais pas qui a laissé son micro ouvert, mais c'est un peu perturbant. C'est bon, je m'en suis occupée, désolée. Merci, Jessica. Ça arrive à tout le monde. Tout d'un coup, quelqu'un nous parle, mais voilà. C'est jamais évident pour les autres qui écoutent. Donc voilà, j'ai perdu le fil, mais tout ça pour dire qu'effectivement, c'est important aussi de dézoomer sur ces enjeux-là et de se dire qu'on a tous un impact plus large. Je vous montre là cette petite image des émissions carbone par poste. Là, j'ai pris plutôt le schéma d'une source qui est Carbone 4, donc il y a un bureau d'études, qui n'est pas celle de l'ADEME, qui ne prend pas exactement le même périmètre. Donc, Carbone 4 compte un petit peu plus de choses. Donc, je trouvais que c'était intéressant et ils avaient une façon graphique de le présenter aussi un peu plus claire. Donc, voilà, c'est un choix, mais les écarts ne sont pas non plus très grands. Mais ça, c'est aussi intéressant de se dire, voilà, mon bilan carbone, c'est celui-là. On voit aussi dans la partie, j'achète justement tout ce camembert de tout ce qu'on consomme, ce qu'on achète pour la maison, ce qu'on achète pour les loisirs, ce qu'on achète en matière d'électronique, de vêtements, bien sûr, qui est aussi un poste qui a un gros impact, et encore d'autres postes comme les médicaments, la banque, etc. Donc, on voit bien que la consommation a un impact plus large. Mais à côté, on voit aussi ce poste du logement sur lequel on peut quand même agir et qui a un levier important. Je ne zoomerai pas sur la question du transport et de l'alimentation, mais vous voyez là qu'il y a aussi des marges de progression et voilà, qu'il y a sûrement derrière un vivier important pour arriver à baisser notre bilan carbone. Mais bon, ce serait le sujet d'un autre webinaire. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir ce volet dépenses publiques qui est là et donc qu'on partage tous collectivement. Donc, faire sa part, ça veut dire, je fais écho à là aussi une étude de Carbone 4 de 2019 qui a essayé de calculer finalement de combien on peut baisser son impact de gaz à effet de serre si on agit individuellement. Cette étude-là, elle a montré que l'engagement individuel permettrait d'atteindre 45% pour un niveau qu'ils appellent héroïque. Bon, dans héroïque s'entend financer une rénovation énergétique, changer de voiture ou des choses comme ça. Je ne sais pas si c'est vraiment héroïque, il y a plein de gens qui le font. Est-ce qu'ils sont des héros? Bon, voilà, le terme est peut-être un peu fort. En tout cas, c'est pour dire que ce n'est pas toujours facilement atteignable pour n'importe qui. Et qu'un engagement plus modéré permet une baisse de l'empreinte carbone de 20%. On peut le voir de plusieurs façons, mais 20%, rien qu'avec un engagement modéré, personnellement, je me dis déjà que ce n'est pas si mal. Et puis, en plus de ça, ce qui me rassure, c'est que je sais que Carbone 4 a une vision assez conservatrice et n'a pris qu'un panel assez minime finalement d'éco-gestes possibles, un peu plus d'une dizaine, mais voilà, finalement, ça n'englobe pas tout ce qu'on peut faire, donc on sait qu'on peut aller encore plus loin. Mais est-ce que agir individuellement est suffisant? On est bien d'accord qu'à ce stade, rien n'est suffisant, qu'il faut aller plus loin et qu'il faut que tout le monde s'y mette et que ça va, bien sûr, avec une transformation en profondeur aussi des entreprises et de l'État. Par contre, on n'a pas vraiment le temps de se demander qui doit y aller en premier. Il faut absolument qu'on passe à l'action tous en même temps. Un autre point, c'est qu'agir chez soi, c'est déjà une porte d'entrée de l'engagement que vous avez, qui est facile d'accès. Donc, pourquoi s'en priver? Les entreprises et les collectivités l'État, en fait, ce qui est intéressant, c'est aussi de se rendre compte que ce n'est pas des structures qui sont dépourvues d'individus. Enfin, je veux dire, les entreprises, elles n'existent pas en tant que telles, elles sont bien composées d'individus. Peut-être que vous en faites partie. Alors, OK, tout le monde n'a pas le même pouvoir dans une entreprise ou dans la place publique, hein, ça c'est évident. Malgré tout, on peut tous essayer d'en prendre une et on va contribuer à influencer les choses. Je travaille beaucoup avec les entreprises, notamment dans le cadre de bureaux à énergie positive que j'ai présenté au début. Une des raisons pour lesquelles les entreprises s'engagent, c'est parce qu'elles sentent qu'il y a une attente des salariés pour avoir justement plus de cohérence entre des valeurs personnelles
personnels et professionnels, et pour aller dans ce sens-là. Donc, si les entreprises agissent, c'est aussi quand elles sentent qu'il y a une attente de leurs salariés. Et ça marche de la même façon, bien sûr, pour toutes les collectivités et les pouvoirs publics. S'il y a une pression quand même de la population, ça pousse à l'action. On l'a vu notamment sur notre territoire avec les marches pour le climat qui ont eu lieu en 2019. Ça a concrètement lancé des actions et développé des choses du côté des pouvoirs publics. Donc ça, c'est assez fort. Et les mobilisations collectives sont vraiment pas à négliger non plus en matière d'impact. Si on prend un exemple local, il y avait eu l'exemple de l'A45, qui était une autoroute qui devait être créée de longue date. Et finalement, il y a eu des très, très grosses mobilisations collectives. Et donc, ce projet-là a fini par être abandonné aussi en raison de ces mobilisations, parce qu'ils savaient que ça allait être quand même difficile à défendre, quoi. Donc, c'est important de ne pas oublier qu'on peut avoir du pouvoir aussi dans cet espace public, qu'on peut se mobiliser collectivement, en plus de l'engagement citoyen qu'on peut avoir, bien sûr, dans la démocratie actuelle, avec les leviers qu'on a, qui sont perfectibles, mais pas inexistants. Je redescends un petit peu sur une échelle plus concrète. Si on revient à l'échelle d'un foyer français, la consommation d'énergie, elle est aujourd'hui, elle nous amène à une facture de 2 700 € par an par ménage en moyenne. On voit que la place du chauffage reste absolument majoritaire, donc ça reste le principal levier. Du côté de l'électricité, en revanche, on voit qu'il y a eu une évolution malheureusement à la hausse. C'est le seul secteur qui est à la hausse, hein. Le chauffage a beaucoup baissé depuis les années 2000. On isole les logements, mais malgré tout, sur l'électricité, ça continue d'augmenter. Donc là aussi, ça veut dire qu'on a quand même des leviers, notamment liés aux usages, parce qu'on a beaucoup joué justement d'efficacité énergétique sur ce point de vue-là. Et par contre, ça m'amène quand même à faire une petite parenthèse, bouclier tarifaire. Je suis désolée, ça vient un peu comme un cheveu sur la soupe, cette histoire, mais malgré tout, on commence à parler de l'énergie dans le logement et de la facture d'énergie des ménages. Donc, ça me paraissait indispensable d'informer aussi à ce sujet, parce que le bouclier tarifaire, il ne s'applique pas automatiquement, en fait. Et ça, je ne sais pas si tout le monde est encore bien au courant, mais c'est important quand même de vérifier que votre contrat est bien indexé sur le tarif réglementé ou au tarif réglementé, mais qu'il n'est pas basé sur le marché. Donc ça, c'est important, et ça permet de limiter donc la hausse de votre facture donc à 4% en 2022 et à 15% en 2023. Donc il y a quand même cette hausse-là qui aura lieu. Donc c'est vraiment important de vérifier ce point-là, et n'hésitez pas à aller voir du côté du médiateur de l'énergie sur le site Info Énergie, je crois que ça s'appelle, ou énergie.info. Jessica saura peut-être vous le mettre dans le chat, parce que c'est vraiment là que vous aurez toutes les infos pour pouvoir comparer des offres et vérifier aussi ce qu'il en est au niveau du tarif. Alors, je m'excuse parce que je vois le timing qui a filé tout d'un coup. Je me suis emballée sur la partie concept, et j'espère que je ne vous ai pas perdu en route. Non, on a perdu 2 personnes, donc ça va. Voilà, je vais essayer d'accélérer un peu quand même par respect pour votre timing, mais voilà, c'est toujours très difficile d'estimer le timing a priori. J'en avais supprimé beaucoup, mais malgré tout, je crois que c'est un sujet qui me passionne trop. Donc voilà. Je ferai un détour, mais voilà, simplement sur l'eau. C'est un sujet qui est intéressant, l'eau, sur lequel nous, on travaille beaucoup aussi à l'ALEC, parce qu'en fait, pour le coup, contrairement à l'énergie, on a un levier qui est très fort sur la consommation d'eau dans le logement, notamment parce que installer des équipements économes en eau, des pommes de douche économes, des écomousseurs sur les robinets, c'est très peu cher, contrairement à une rénovation énergétique, et ça peut quand même permettre d'avoir un impact très important. Donc ça, c'est aussi important. Et aujourd'hui, donc on est quand même sur une moyenne de 150 litres par jour par personne d'eau. Donc 40% partent dans les bains et les douches. Donc là, il y a un poste sur lequel, effectivement, c'est intéressant d'essayer d'optimiser. En plus, sur l'eau, bon, voilà, il y a quand même des enjeux là aussi très forts. On a eu une sécheresse
très importante en 2022, un état d'alerte renforcé jusqu'à fin septembre, un niveau d'alerte qui s'est prolongé jusqu'à fin novembre. Là, on parle de notre territoire, hein, du département du Rhône spécifiquement. Et en fait, on est en février 2023, c'est déjà la sécheresse. Normalement, les prévisions climatiques du futur nous disent pluie plus abondante l'hiver, plus de sécheresse l'été. Ça ne marche pas à tous les coups et cette année, on est déjà dans la sécheresse, on est en février et c'est déjà un petit peu panique à bord du côté des ressources en eau. On a la plus grande sécheresse hivernale jamais vue depuis 1959. Donc, je ne sais pas, moi, j'étais vraiment pas née à cette époque-là et du coup, ça me paraît quand même vraiment très, très loin, je dois dire. Donc c'est assez important. Et on voyait à côté sur le petit graphique l'état des nappes d'eau souterraines, là, à fin janvier 2023 par rapport à janvier 2022. Et on voit bien que c'est déjà avec beaucoup plus de rouge, orange et jaune. Et donc, il y a effectivement une situation particulièrement inquiétante. Sur la métropole de Lyon, c'est un enjeu aussi, sans rentrer dans le détail, mais beaucoup de l'approvisionnement vient du débit du Rhône, qui a quand même une baisse attendue de 30% d'ici 2050. Donc on sait qu'il va y avoir aussi des enjeux d'approvisionnement spécifiquement sur nos territoires. Je vous présente quand même mon petit top des éco-gestes. C'est bien, comme ça on finit dans l'action. On a retenu 7 éco-gestes et on a essayé de calculer concrètement ce que ça pouvait économiser. Donc, je ne vous parlerai pas trop kilowattheure, peut-être plus en euros. J'espère que ça vous parlera. Mais l'idée de partir des éco-gestes, même si des fois ça paraît anecdotique, c'est de se dire on peut avoir des actions concrètes qu'on met en place à sa propre échelle, qui sont sans investissement et sans grands travaux, et donc qu'on peut mettre en œuvre tout de suite. Sachant que cet impact-là, ce qu'on a vu, nous, dans le défi déclic, et ce n'est pas des données théoriques, c'est une moyenne de 10% de consommation d'énergie, ce qui correspondait dans les coûts des anciens euros de l'énergie, on va dire, à peu près 200 euros d'économiser par an pour une personne. Donc, on sait que c'est quand même un impact important. Le top des éco-gestes, alors bien sûr, on en a ressorti beaucoup sur la question du chauffage. Et le premier geste, normalement, il ne joue pas vraiment sur notre confort, mais c'est d'éteindre le chauffage fortement en cas d'absence, de l'éteindre autant que possible, le baisser quand ce n'est pas possible. Mais vraiment, dans ce débat, vaut-il mieux couper ou baisser? La réponse, c'est dans la plupart des cas, couper, même si ça marchera. Voilà, c'est à vous aussi de pouvoir tester comment ça se passe dans votre logement. Mais vraiment, ça va permettre une économie assez importante. Alors, les économies qui sont calculées en euros, vous voyez les euros économisés à côté des flammes bleues, c'est si vous êtes chauffé au gaz. Et si vous voyez une petite prise électrique, c'est si vous êtes chauffé à l'électricité. Et oui, car même avec la guerre en Ukraine et l'augmentation du coût du gaz, il faut savoir que l'électricité, le coût du kilowattheure reste quand même 2 fois plus cher. Donc forcément, les économies sont plus importantes quand on est chauffé à l'électricité. Et on est reparti des consommations moyennes pour un appartement ou une maison d'avant 2005 sur la métropole de Lyon, donc sur des données très locales. Il faut quand même savoir que la moyenne de conso pour un appartement sur notre territoire, elle est 13 000 kWh par an et elle est plutôt de 27 000 kWh pour une maison. Donc être en maison, en général, forcément, il y a beaucoup plus de déperdition, plus de surface. On revient peut-être aussi sur cette question du dimensionnement. Donc, ça fait des économies d'autant plus importantes sur ces postes-là. Baisser le chauffage, vous en avez beaucoup entendu parler. 1 degré en moins, c'est 7% d'économie. Ça correspond concrètement à, dans un appartement, ça va faire 55 euros d'économie si vous êtes chauffé au gaz ou 115 à l'électricité. Et ça peut aller jusqu'à 270 euros quand on est chauffé à l'électricité. Donc ça montre des impacts vraiment concrets, quoi. Là, j'ai fait un petit détour par un schéma qui est quand même là pour montrer que ce qui compte, c'est pas que la température de l'air ambiant. Le confort, il dépend aussi de la façon dont on est habillé, de si on bouge, du taux d'humidité, des courants d'air qu'il peut y avoir, du rayonnement de la paroi. Et donc, tous ces facteurs-là vont jouer aussi sur le confort. Donc, c'est pour ça que nous, de manière habituelle, on peut parler de baisser d'1 degré, mais c'est bien sûr à vous de voir ce qui est possible par rapport à votre logement, votre besoin et tous ces autres facteurs. Et nous, on parle assez peu des 19 degrés parce que ça, c'est très théorique et ça ne répond pas forcément à la réalité de chacun. Dans le défi déclic, on voit plein de gens qui arrivent à vivre très confortablement en se chauffant à 16 ou 17 degrés. Ils sont prêts à aller très loin, quand d'autres voilà, vont avoir beaucoup plus de mal à passer sous la barre des 20 degrés. Donc ça, c'est vraiment aussi propre à chacun.
Un autre éco-geste, fermer les portes des espaces les moins chauffés. Donc, c'est des choses aussi qui sont quand même très concrètes pour ceux que ça concerne. Fermer les volets la nuit. La déperdition de la chaleur de la fenêtre, ça va la limiter quand même jusqu'à 60%. Donc, ça peut représenter une économie de 10% sur le chauffage. Donc là aussi, on est de nouveau dans une période avec un regain de froid. Donc, repensez-y. Ça va avoir des impacts très concrets. Petit détour à nouveau par les équipements d'eau, j'en ai parlé. Alors, je pilote aussi une convention qu'on a sur les économies d'eau, donc c'est vraiment un sujet sur lequel je travaille quotidiennement et qui me parle beaucoup et qui est vraiment gagnant-gagnant parce que pour le coup, vous allez économiser à la fois sur votre facture d'eau, déjà à peu près 90 € pour une famille de 4 personnes, et aussi en plus sur l'énergie pour chauffer l'eau en installant juste un pommeau de douche et des écomousseurs. Donc ça, c'est très, très concret. L'éveil des appareils électriques, on ne s'en rend pas compte, mais une étude montre qu'en moyenne, les Français pensent avoir 35 appareils quand ils en ont en fait 100. Donc là aussi, je ne sais pas, essayez de faire le tour de votre appartement, vous voyez ce que vous avez, mais forcément, il y en a quelques-uns qui sont restés branchés probablement. Et puis enfin, il y a le remplacement des équipements. Choisir une classe énergétique plus performante va permettre d'économiser. Ça, c'est des économies d'énergie juste sur la facture par an. Donc, ça veut dire qu'entre la technologie de télé que vous allez choisir, si c'est une LCD tube ou une LCD LED, c'est un choix que vous allez payer ensuite tous les ans. Donc, choisissez bien. Et c'est pareil pour le frigo. Donc, il faut bien sûr pouvoir rallonger un petit peu le budget au démarrage, si c'est possible. En tout cas, ça peut vous permettre des économies aussi après dans la durée, quoi. Et pour ça, je vous recommande vraiment le guide Top 10 qui est là pour comparer justement la performance énergétique des appareils. Donc ça c'est très, très, très utile. J'ai déroulé les 7 éco-gestes. Pour l'instant, je n'ai pas trop dépassé. J'espère que vous avez tenu bon jusqu'ici. C'était un peu rapide. Je m'excuse pour cet effet un peu TGV. 7 éco-gestes, ce n'est pas beaucoup. Mais si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin, après, on vous partage le lien vers le guide des 100 éco-gestes qui est disponible en ligne. Donc ça permet aussi d'aller plus loin pièce par pièce. C'est le guide qu'on remet au démarrage du défi des clics. Malgré tout, imaginez si j'avais balayé sans geste, là, je pense que je vous garderais une bonne partie de la nuit. Mais je vous invite à aller voir ça par vous-même de votre côté. Voilà, je m'excuse encore un petit peu pour la rapidité de cette intervention. Malgré tout, on a un peu de temps pour des questions si certains ont envie de les poser. Et peut-être Jessica, peut-être tu peux me dire un petit peu ce qui s'est passé dans le chat. Je n'ai rien suivi, hein. Alors, il n'y a pas eu de questions en particulier, c'est allé assez vite sur la rénovation énergétique et les aides financières, donc Ok, j'ai apporté des réponses très rapides en conseillant de nous contacter pour éviter le cas par cas. d'accord. Du coup, s'il y a des personnes intéressées pour poser des questions ou échanger ou qui ont des remarques, n'hésitez pas, soit par le chat, soit même à prendre la parole, on n'est pas si nombreux. Donc, tu as des félicitations dans le chat. Merci à vous pour votre écoute. Une petite page aussi pour parler suivi des consommations d'énergie. On n'a pas trop parlé, mais c'est important de pouvoir aussi arriver à mieux comprendre finalement où passent les kilowattheures dans le logement. Sur la métropole de Lyon, il y a un outil qui a été développé qui s'appelle Ecolio, qui est donc un site internet, mais qui fonctionne un peu comme une appli. Qui a l'avantage de grouper les consommations d'électricité, de gaz et d'eau sur le même espace, car il faut savoir qu'on a aussi des compteurs communicants pour le gaz et l'eau, ce que vous ne savez pas toujours. Et pour ceux qui ne sont pas sur la métropole de Lyon, donc vous n'avez probablement pas les mêmes compteurs d'eau, mais vous avez peut-être les mêmes compteurs de gaz, enfin a priori en tout cas. Donc ça ne vous empêche pas d'utiliser le service. Je veux dire, il n'est pas fermé aux habitants de la métropole de Lyon spécifiquement, quoi. Eh bien, je crois que si... Tu as essayé de créer? je suis rentrée en contact avec les Ecolio, ils sont venus vers nous et en fait, comme quand tu donnes le numéro de ton compteur Linky, il y a l'adresse forcément qui est demandée ou associée. Et il me semble que quand tu n'es pas sur la métropole, ça t'est refusé. Ça me surprend parce que je sais que dans les utilisateurs, il y en a qui sont hors du territoire, justement, il me Ok. semblait. Bon, Ok. écoute, à À tester. vérifier. Alors, je suis désolée si je me suis trompée. Je Mais il me semblait que vérifierai. c'était. Ouais. Et Ouais. on a abordé énormément de sujets et tu as fait référence à énormément de liens très intéressants. Donc, pour information, on vous les enverra par mail, tout ça. Alors, on a des questions qui arrivent.
Euh, Voilà, donc les références citées nous seront-elles fournies? Donc la réponse est oui. Mmh. Ensuite, mieux vaut une rénovation ou une construction neuve performante? Question GES et investissement. Alors ça, c'est une question qui est intéressante, mais c'est difficile d'y répondre parce qu'il va y avoir plein d'enjeux différents. La difficulté de la construction neuve, c'est que vous avez aussi tout l'impact. Voilà, ça veut dire qu'il y a plus d'artificialisation des sols. Alors après, ça dépend où est la construction, hein, vous me direz. Si c'est un nouvel immeuble sur Villeurbanne, c'est peut-être pas de l'artificialisation, mais c'est souvent le cas. Il y a tous les matériaux de la construction, il y en aura quand même beaucoup plus et ça a un impact qui n'est pas négligeable non plus. Donc ça, voilà, ça à prendre en compte. Malgré tout, on sait qu'on n'atteint pas la même performance énergétique en rénovation qu'en construction. Donc c'est sûr que voilà, le résultat à l'usage, on va dire, est plus performant, mais c'est quand même au prix d'une construction, donc d'un impact en gaz à effet de serre, quoi, qui est plus important que sur une rénovation. On ne pourrait pas se permettre de détruire tous les immeubles pour en construire de nouveaux. Je suis pas sûre que d'un point de vue gaz à effet de serre, ce serait idéal, quoi. Mais bon, après, c'est des choix. Tu veux compléter sur ce sujet, Jessica? Non, j'aurais pas mieux dit. Ok. Une autre question assez intéressante, c'est est-ce qu'il existe un calculateur ou une méthode qui permet de passer en revue ses besoins, donc une première phase d'analyse dans la démarche de sobriété? Alors, c'est une bonne question. Il existe quand même de plus en plus de choses. Spontanément, moi, je pense un petit peu à ce qu'on fait dans le défi Déclic, c'est-à-dire que le défi Déclic, je vous ai dit, ça se passe en équipe. En fait, il y a aussi une plateforme sur laquelle vous faites votre suivi de consommation. Et ce guide d'essence éco-gestes, il est justement en version quiz, c'est-à-dire que vous commencez un petit peu par dire ça je fais pas, et ça permet de voir aussi un petit peu quel est son potentiel d'évolution sur ces sujets-là. Euh, Après, ça reste l'entrée là dans le logement, hein. Est-ce que il y a un outil qui permet de parler de sobriété au sens large? Enfin, je ne sais pas quel était le périmètre de la question, mais voilà, c'est pas sûr. Mais voilà, après, dans les outils, il y en a un que j'ai pas présenté qui est le wattomètre. Donc ça, c'est aussi un outil qui essaie de calculer des économies pour des éco-gestes en fonction de votre logement. Donc il y a probablement une mise à jour qui pourrait être faite, mais ça donne quand même une indication. Et par exemple, si vous faites un éco-geste qui va être en lien avec les fenêtres, il va quand même vous poser une question par rapport au nombre de fenêtres que vous avez, votre logement. Enfin voilà, donc c'est quand même en lien un petit peu personnalisé par rapport à votre logement et c'est pas que des moyennes, quoi. Donc je sais pas, ça répond partiellement à la question. Il y a peut-être d'autres choses qui existent, mais que j'ai pas en tête Eh bien, là moi, tout de suite. j'utilise beaucoup sur une question plus large, Mhm. mon climat. Oui, bien sûr. Mm. Ah oui, tout à fait. Après, sur le point de vue, effectivement, bilan carbone, carrément. Alors là, vous pouvez aller sur Nos Gestes Climat, qui est réalisé par l'ADEME, hein. Donc ça, c'est vraiment un très bon site de bilan carbone, où là, vous balayez justement tous vos usages. Donc là, après, ça vous permet justement de voir quelles sont les marges de manœuvre. Il y a un autre outil qui était développé justement par Carbon 4, qui est MyCO2, qui est pas mal aussi, qui va plus loin dans le détail si vous avez envie d'aller plus loin. Nos gestes climat, il est très bien parce qu'en 10 minutes, vous avez fait votre bilan carbone, vous savez où vous en êtes. Et il y a aussi un petit volet action derrière, il me semble. Et MyCO2, ils le font aussi sous forme de conférence. Donc c'est intéressant puisqu'il y a un volet un peu plus détaillé, quoi. Merci. Du coup, je continue de noter toutes ces ressources et elles vous seront envoyées. Il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, en lien avec la sobriété, il y avait une question pour les chaudières, mais c'est trop spécifique. Ok. J'ai conseillé Alors, de... ça fait bien le lien, ceci dit, parce que les prochains rendez-vous que je n'ai pas eu le temps de présenter, typiquement sur le chauffage, il y a un webinaire Choisir son chauffage le jeudi 30 mars. Donc là, pour le coup, s'il y a une question chaudière, ce sera peut-être un bon lieu pour la poser. À part si c'est très spécifique, là encore, hein. Peut-être qu'il vaut mieux dans ce cas-là appeler directement le numéro qu'on a présenté au début. Et dans les prochains événements, il y a la Journée mondiale de l'eau qui aura lieu le 22 mars. Et dans ce cadre-là, nous, on fait aussi un webinaire sur les 5 clés d'un usage économe pour préserver la ressource en eau. Parce que je suis passée très vite sur ce sujet, j'ai eu le temps de parler d'un petit éco-geste sur les équipements. Évidemment, il y a bien plus de leviers, donc là aussi, n'hésitez pas à y penser. Vous voyez, on a prévu un créneau d'1 heure et demie. On avait un peu plus anticipé sur ce type de format. Et la fresque de l'eau qui aura lieu le lendemain à la Maison de l'Environnement de la Métropole. La LTE 69 sera aussi le samedi 11 mars à la fête éco-citoyenne
dans la journée. Et puis pour le volet transport, pensez au challenge mobilité qui aura lieu le mardi 6 juin. Donc c'est encore le moment voilà, d'inscrire vos entreprises et de lancer cette dynamique-là sur vos sites de travail. Voilà. Donc la présentation sera bien en replay. Et puis, je saisis la balle au vol. Si avant de partir, vous auriez le temps de remplir une Tout à enquête de fait. satisfaction. Donc, j'ai mis le lien dans le chat. Voilà, ça prend vraiment 2 minutes et ça nous aide vraiment à nous améliorer sur le message qu'on envoie, nos dispositifs de communication, les sujets que vous souhaiteriez aborder. Enfin voilà, si vous avez plein d'idées et de critiques constructives, on est preneur. Et merci à vous pour votre écoute attentive, en tout cas. Voilà. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, merci. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.